Alors, on a déjà plusieurs personnes là qui se joignent à nous. Donc, merci à tous de nous suivre sur la page de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer. Donc, on a pour la première fois, on va lancer donc aujourd'hui, cette semaine, une série de rencontres que nous aurons le plaisir de vous présenter durant la semaine avec des experts qui ont fait la une soit la semaine dernière ou de par leur expertise lorsqu'il s'agit de personnes aînées ou de personnes vivant avec un trouble neurocognitif majeur. Je me prénomme Noa Bengayed, je suis directrice recherche et développement qualité des services à la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer et j'aurai le plaisir d'accueillir pour cette première rencontre Dr Serge Gauthier. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous le présenter. C'est une sommité internationale que nous avons la chance d'avoir ici au Québec. Dr Serge Gauthier a fait ses études en médecine à l'Université de Montréal, sa résidence en neurologie à l'Université McGill et un stage de recherche au laboratoire du professeur Théodore Sursk au Allen Memorial Institute à Montréal. Il a été tour à tour chercheur à l'hôpital neurologique de Montréal, directeur du Centre McGill d'études sur le vieillissement, puis titulaire d'une chaire de recherche du programme des Instituts canadiens pour la recherche en santé et développement. Il est présentement professeur titulaire au département de neurologie et neurochirurgie, de psychiatrie et de médecine à l'Université McGill. Dr Gauthier a également reçu plusieurs prix et distinctions, dont en 2014 la médaille du jubilé du diamant de la reine Élisabeth II et la même année également, il est devenu membre de l'Ordre du Canada. Alors, merci beaucoup, Dr Gauthier, d'avoir accepté notre invitation et surtout d'être le premier à vous lancer avec nous dans cette initiative. La raison finalement pour laquelle on a cette première rencontre avec Dr Gauthier, c'est suite à la publication donc dans un journal scientifique d'un article qui s'intitule Blood Phosphorylated Tau 181 as a biomarker for Alzheimer's disease, a diagnostic performance and prediction modeling study using data from 4 prospective cohorts. Alors, cet article donc, est paru au début du mois de mai et en conjointement avec une équipe de chercheurs de l'Université de Gothenburg en Suède. Alors, on aura l'occasion un petit peu de parler avec Dr Gauthier pour connaître un petit peu quelle sera l'implication d'une telle annonce, donc dans un contexte où, pour le moment, il n'y a pas encore de remède pour la maladie d'Alzheimer. Alors, tout d'abord, ma question pour vous, Dr Gauthier, est-ce que vous pourriez tout simplement nous dire quelles sont actuellement les méthodes de diagnostic qui sont employées pour justement diagnostiquer les différents troubles neurocognitifs majeurs et plus précisément la maladie d'Alzheimer, mais aussi quelles sont les limites en termes peut-être de coût, de fiabilité, de disponibilité également. Donc, merci encore de prendre part à cet échange et la parole est à vous. C'est un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Le diagnostic de la maladie d'Alzheimer au moment où les symptômes sont présents n'a pas changé dramatiquement depuis plusieurs années. Il faut faire une histoire détaillée avec l'aide de la personne qui a des plaintes et quelqu'un de sa famille ou un ami proche. L'histoire vise à déterminer s'il y a un déclin progressif de la mémoire, du langage ou d'autres capacités intellectuelles. Et est-ce que ça dérange dans la vie de tous les jours de cette personne? Si la personne se plaint, mais il n'y a pas de déficit constaté par sa famille ou avec des tests sur papier comme le MMSE ou le MoCA, on parle de troubles cognitifs subjectifs.
Et il n'est pas question dans le moment de faire un diagnostic plus poussé de maladie d'Alzheimer, qui pourrait être une des causes des plaintes subjectives. Si la personne a des plaintes et la famille l'a aussi remarqué, mais la personne fonctionne dans sa routine. On ne parle pas de démence encore. On parle de troubles cognitifs légers qui peuvent être causés ou non par la maladie d'Alzheimer. Pour le moment, il n'y a pas de traitement spécifique. C'est surtout une approche de prévention pour ne pas que les plaintes et le déficit léger progressent vers une démence. Et enfin, la maladie d'Alzheimer plus classique, c'est au stade de démence qui peut être encore très légère au moment où le diagnostic est posé. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la cause de la démence, là, on parle de tests complexes qu'on pourra élaborer si vous le souhaitez. Au-delà, vous avez justement mentionné les tests MoCA ou le MMSE. Au-delà de ces tests-là qui reposent beaucoup sur l'histoire de vie ou ce que les proches aidants peuvent dire au médecin, partager avec le médecin, est-ce qu'il y a d'autres méthodes de diagnostic, notamment par exemple de l'imagerie, ou encore un test sanguin ou une analyse, par exemple, du liquide céphalorachidien? Et quand est-ce qu'on utilise cette méthode de diagnostic? Tests dont vous avez parlé. Voilà. Alors, ces tests ne sont pas indiqués pour tout le monde qui se plaint de sa mémoire et qui a un déficit mesurable et un impact dans sa vie de tous les jours. Pour mettre ça clair, une personne de 80 ans et plus qui a une démence au stade léger, on va surtout se concentrer sur éliminer d'autres maladies qui pourraient amplifier l'effet de la démence qui est probablement causée par la maladie d'Alzheimer. Autrement dit, on va s'assurer que cette personne âgée n'a pas une dépression, qu'elle n'a pas de douleur chronique ou qu'elle prend des médicaments non appropriés. Entre 65 et 80 ans, on va habituellement faire des tests complémentaires comme le scan cérébral ou l'IRM cérébral, qui sert surtout à éliminer des petits AVC silencieux. La ponction lombaire peut être faite partout au Québec, dans des cliniques spécialisées, s'il y a une indication spécifique. On cherche dans le liquide prélevé par la ponction lombaire les niveaux de 2 protéines dans le cerveau qui sont affectées par la maladie d'Alzheimer. L'article dont vous avez parlé au début nous offre la possibilité d'une prise de sang qui équivaut à une ponction lombaire. Autrement dit, une des protéines qu'on mesure dans le liquide céphalorachidien, on peut le mesurer dans le sang maintenant. OK. Donc, justement, pour continuer là-dessus, est-ce qu'actuellement, quels sont les médicaments qui sont utilisés et approuvés par Santé Canada, justement? Quelle est leur efficacité? Quels sont leurs effets secondaires? Aussi leur tolérance pour les patients? Et jusqu'à quel stade de la maladie est-ce qu'on peut encore les prescrire? Alors là, vous venez de changer complètement de sujet. Alors, on parle de personnes où le diagnostic a été posé de démence, un stade léger ou modéré, et la personne souhaite essayer un médicament pour améliorer les symptômes. S'il y a des symptômes dépressifs, ce qui est très fréquent au début,
On va évidemment essayer un antidépresseur approprié pour l'âge et les besoins de la personne. Si la personne veut améliorer sa mémoire, sa capacité d'attention, on a 3 médicaments disponibles depuis 10 ans. Le donepezil, la rivastigmine et la galantamine, qui augmentent le niveau d'acétylcholine dans le cerveau, un neurotransmetteur qui est important pour l'attention et la mémoire récente. À peu près la moitié des gens peuvent voir une amélioration dans les 2 mois ou 3 mois qui suivent et une perte légère mais progressive par après. Habituellement, les gens prennent un de ces médicaments pour une période de 2 ans. Par après, lorsque la démence est à un stade un peu plus avancé, avec parfois de l'impatience ou des difficultés la nuit, on essaie la mémantine qui agit sur un autre transmetteur cérébral. Ce médicament est utile chez des gens à la maison ou parfois en phase de transition vers un centre d'accueil ou autre résidence. Okay. On arrête habituellement ces médicaments quand la personne est à un stade plus sévère de la démence, qui est le moment aussi où on commence à planifier les décisions de fin de vie, qui inclut la pneumonie par difficulté pour avaler les liquides ou des difficultés à la marche avec risque de chute et complications. Parfait. Alors, merci justement d'avoir un petit peu mis la table à la discussion. Vous avez effectivement mentionné que dans l'article, vous vous êtes intéressé à une protéine en particulier. Donc, c'est la protéine Tau. Pourquoi s'être intéressé à ce biomarqueur-là en particulier? Alors que une très grande majorité des études en cours s'intéressent plutôt à l'autre protéine, à savoir la protéine bêta-amyloïde. Donc, quel a été votre intérêt vis-à-vis de la protéine Tau pour justement développer un potentiel test sanguin à la maladie d'Alzheimer? Et quel est le rôle également, si vous pouviez nous l'expliquer, de la protéine Tau dans le développement de la maladie d'Alzheimer? C'est une très bonne question parce qu'il y a toujours un débat entre l'importance relative des 2 protéines. Ce qui est certain dans le moment, c'est que l'amyloïde qui s'accumule dans le cerveau de tout le monde n'est pas suffisante pour causer des symptômes. Il faut en plus avoir des changements dans les cellules nerveuses. Leur squelette interne est modifié par la protéine tau qui change de structure. Et on sait depuis plusieurs années que lorsque la protéine tau augmente dans le cerveau, les symptômes apparaissent. Et on peut mesurer maintenant la protéine tau par imagerie cérébrale, par ponction lombaire et par prise de sang. Donc, la protéine tau 181, celle qui a été mesurée dans l'article, est seulement anormale dans l'Alzheimer. Excusez ma petite toux, mais ce n'est pas le COVID. Dans l'article en question, on a démontré que la prise de sang pour cette protéine tau 181, elle n'est pas présente dans le Parkinson et dans d'autres troubles neurocognitifs où la protéine tau est anormale, mais différente de l'Alzheimer. OK.
Je vous en prie. À vous. Ça va bien? Oui, parfait. Justement, j'attendais de voir si vous aviez complété votre réponse. Alors, effectivement, dans l'étude publiée, il y a eu des échantillons sanguins d'une autre cohorte qui est la cohorte triade dont vous êtes le principal investigateur ici à Montréal, qui ont été également analysés par l'équipe suédoise. Et c'est finalement les analyses que vous avez pu faire sur ces échantillons-là ont pu être comparées aux résultats de l'imagerie PET et à l'analyse au niveau du liquide céphalorachidien. Alors, quel était le degré de fiabilité entre vos analyses avec différentes techniques versus les résultats qui ont été obtenus par l'équipe suédoise? Alors, une précision. D'abord, le projet Triade, en anglais, ou BioV, en français, est dirigé par le Dr Rosanetto et je suis le co-directeur. Et ça me permet de remercier les participants. Ce sont des gens de 20 à 85 ans qui ont eu une ponction lombaire, 3 scans cérébraux, la prise de sang, pour essayer d'aider plus tard leur famille. Juste une précision aussi, c'est que les échantillons sanguins qui venaient de Montréal et de Suède ont tous été analysés au même laboratoire en Suède. L'avantage de voir deux pays, des cohortes différentes, c'est qu'on a trouvé les mêmes résultats. Ce qui reste à faire maintenant, c'est aller au-delà du Canada et de la Suède pour voir si on retrouve la même anomalie dans d'autres régions du monde. Pardon. Allez-y. Donc, en fait, là, les résultats de cette étude-là reposent sur combien d'échantillons? 1131. OK. Donc, le degré de fiabilité des résultats est quand même assez haut. Oui, c'est très haut, effectivement. Et normalement, une étude complémentaire internationale pourrait permettre de voir une homologation peut-être par Santé Canada. OK. Et on pourra faire le test à Montréal. On a l'équipement pour. Donc, ça justement, vous m'avez devancé avec cette affirmation. Justement, l'article a été déclaré comme transformative. Alors, quand est-ce qu'il serait possible, parce que ça, c'est certainement la question que tout le monde se pose actuellement, quand est-ce qu'il serait possible d'envisager la disponibilité d'un test sanguin comme celui-ci approuvé par Santé Canada, vous pensez? Ben, il faudrait que quelqu'un veuille faire une soumission à Santé Canada pour le commercialiser. Oui. Ensuite, une étude complémentaire. Excusez-moi. Et l'étude est déjà en planification. Et on a déjà recruté les sites internationaux. OK. Donc, c'est quand même dans un futur assez rapproché, là. Tout à fait. On parle de 2-3 ans. Oui. OK. Justement, le test qui a été développé permet de détecter des niveaux très faibles aussi de la protéine tau 181. Alors, quelle serait finalement son utilisation dans un contexte de diagnostic précoce ou encore comme outil de suivi chez des personnes qui seraient, elles, asymptomatiques? En fait, le CIST vise surtout le diagnostic chez des gens qui ont déjà des symptômes pour avoir un diagnostic différentiel. Docteur Gauthier, on ne vous entend plus, malheureusement, c'est très loin.
Je vais aller chercher du coup. Voilà. Je continue à m'hydrater. Oui, oui, c'est important. Alors, je disais donc qu'on peut anticiper deux types d'utilisation. Une, assez rapidement, d'ici 2-3 ans, dans les cliniques spécialisées, où les gens veulent avoir la cause plus précise de leur démence. On peut aussi espérer un traitement d'ici 3 ans pour modifier la pathologie Alzheimer où le test sera nécessaire pour avoir le médicament, au lieu d'une ponction lombaire ou d'un scan cérébral pour montrer qu'il y a de l'amyloïde. L'autre utilisation, c'est plus pour la recherche, comme précisé dans l'article. Au lieu de chercher au hasard des gens qui seraient porteurs d'amyloïde et de tau avec des scans et des ponctions lombaires, comme on le fait maintenant, où on peut avoir à chercher chez 1000 personnes pour en trouver 200 éligibles pour un essai clinique. La prise de sang pourrait accélérer le recrutement des volontaires pour la recherche thérapeutique. Donc, ça permettra finalement de cibler les bons patients au bon essai clinique et ne pas peut-être connaître aussi malheureusement des échecs aussi nombreux tels qu'on les connaît actuellement face à la recherche, peut-être parce que les patients qui sont recrutés ne présentent pas toutes finalement les symptômes exactement de la pathologie. Oui. L'autre considération, c'est que les nouveaux traitements vont cibler la protéine tau autant que la protéine amyloïde, et on peut même espérer des traitements en combinaison, ciblant les deux protéines en même temps. OK. Alors, justement, vous l'avez peut-être abordé brièvement, mais le test permet également de distinguer entre les différentes formes de troubles neurocognitifs, donc que ce soit maladie d'Alzheimer versus une démence frontotemporale, mais aussi les différents stades de la maladie d'Alzheimer, à savoir un trouble neurocognitif léger versus un trouble neurocognitif majeur. Alors, cette avancée majeure, comment finalement elle va rendre le diagnostic encore plus fiable et jusqu'à quel point les diagnostics qui sont posés actuellement font état de la réalité, à savoir que les personnes qui reçoivent un diagnostic ont réellement un diagnostic de trouble neurocognitif? Le diagnostic de trouble neurocognitif est clinique. Donc, il suffit de faire les tests papier-crayon appropriés. On adapte les résultats pour l'âge et le niveau d'éducation. Et puis, le questionnaire avec la personne qui accompagne pour déceler les changements dans la vie de tous les jours demeure essentiel. Ce qui va changer, c'est la précision du diagnostic comme cause de troubles cognitifs légers ou de démence. OK. Et effectivement, là, dans un contexte où on reçoit pas mal de questions par rapport justement à la disponibilité du test. Donc, vous l'aviez très bien dit qu'actuellement, il n'est pas encore possible, mais dans un contexte de recherche, il y a déjà un profilage génétique qui peut être fait. À ce moment-là, quel est l'encadrement, quel est le suivi médical, psychologique qui est fourni aux personnes qui désirent savoir s'ils sont porteurs d'un certain nombre de gènes ou de biomarqueurs, mais qui pour le moment sont complètement asymptomatiques. C'est juste finalement leur histoire familiale ou génétique qui peut-être les prédispose par la suite à développer un trouble neurocognitif. Alors là, c'est un autre sujet parce qu'on parle de détection de niveau de risque chez des gens asymptomatiques. C'est une question pertinente parce que beaucoup de gens de ma génération, les baby boomers, veulent savoir leur niveau de risque et participer à des recherches préventives. Et c'est faisable à Montréal. On a justement ces cohortes comme Triade, BioVie, qui permettent aux gens qui auront été caractérisés biologiquement de participer à des essais cliniques dès qu'ils sont disponibles.
Vous avez aussi raison de dire qu'il y a un aspect éthique. Qu'est-ce qu'on dit à une personne de 60 ans qui a le cerveau plein d'amyloïdes et de protéines tau, mais qui n'a pas de symptômes? Alors, on peut parler chez cette personne de facteurs de risque biologiques, mais on n'est pas du tout certain qu'elle va avoir des symptômes plus tard. Il faut parfois aussi un troisième facteur pour déclencher les symptômes. Par exemple, avoir un AVC dans une région stratégique ou avoir une autre maladie en plus, comme le Parkinson ou d'autres troubles qui sont en train d'être mieux définis. En haut de 90 ans, tous les gens qui ont des symptômes ou non ont les deux protéines dans leur cerveau, mais seulement la moitié ont des symptômes. On pense qu'il y a une troisième protéine en cause, la TDP, et on va essayer bientôt de la voir, de la visualiser, de la mesurer dans le liquide et peut-être dans le sang. Et on aura peut-être un traitement spécifique pour cette troisième protéine qui serait applicable aux gens très âgés. OK. Donc, effectivement, là, vous mentionnez quand même que à différentes populations nécessitent également différentes interventions. Effectivement, donc, ça pose aussi quand même tout un défi lorsqu'il s'agit par la suite de développer un médicament qui va finalement répondre à tous ces défis-là aussi. Il n'y aura pas un médicament pour tout le monde. Il y aura des médicaments à certains stades de la maladie, d'autres médicaments qui seront peut-être des combinaisons thérapeutiques. Et pour la population en général, dans le moment, le gros de la recherche, c'est la prévention non pharmacologique. Mieux manger, un bon vin rouge, écouter sa femme. Dans le moment, respecter le confinement. Exactement. Très important dans ces moments difficiles. Oui, oui. Mais il y a beaucoup de recherches très financées, très bien financées sur la prévention pour les gens à risque. Et on est en train de s'adapter à cause du COVID pour la formation, les groupes de... Les modules, c'est le terme exact, pour l'entraînement cognitif, l'exercice physique. Ça va être fait par vidéo, à distance, plutôt que de réunir les gens dans des endroits comme l'Institut de cardiologie. Alors, la recherche de prévention continue actuellement, mais via des vidéos comme on fait aujourd'hui ensemble. Ce qui, malheureusement, est gelé, c'est les essais cliniques avec médicaments, pour le moment. Mais on va changer aussi la façon de les faire en faisant certains des tests à distance. Comme il y a une version du MoCA qu'on peut faire par téléphone. Il y a certains tests visuels qu'on pourra faire aussi avec l'iPad. Et les médicaments pourraient être envoyés par courrier, directement chez les gens, plutôt que d'aller à l'hôpital simplement pour ramasser des médicaments pour la recherche. Donc, la vie continue en recherche préventive et thérapeutique. OK. Donc, effectivement, malheureusement, la pandémie COVID-19 nous amène à faire les choses autrement, à s'adapter pour justement continuer quand même à soutenir les personnes atteintes et proposer des solutions viables qui seraient utilisées au-delà finalement de cette pandémie. Jusqu'à quel point vous pensez justement, et puis là, c'est sûr, ce n'est pas le sujet là, de notre conversation, mais jusqu'à quel point est-ce que vous pensez que la pandémie va avoir des effets sur les personnes atteintes? On s'attend à perdre peut-être 20% des gens qui ont la maladie, qui sont dans les résidences. Donc, ça va changer le nombre de personnes atteintes à un moment donné, donc la prévalence. Ce qui va peut-être changer aussi, c'est la prise en charge. Les gens n'iront plus en résidence, ils vont rester à la maison ou dans un autre type de milieu de vie où il n'y aura pas autant de personnes sous le même toit. Donc, ça va changer les coûts futurs et la prise en charge. L'autre chose qui vient de changer, c'est qu'on fait les rendez-vous de routine pour surveiller les médicaments dont on parlait tout à l'heure par télémédecine. Les gens adorent. Alors, venir simplement pour refaire une prescription avec le MMS, je peux le faire au téléphone. Ça va rester. Oui. Mais effectivement, il y a des choses qui vont quand même rester parce que ça vous amène aussi, vous, à interagir avec vos patients différemment.
Oui. Euh, Le meilleur, c'est le Vizoom quand on regarde nos chiens. On compare nos chiens. Excellent. Alors, est-ce que vous auriez justement là un mot de la fin pour nos auditeurs? Alors, Le je pense que… message d'espoir, Oui. oui, parce que vous avez mis en évidence une percée dans le diagnostic plus précis de la cause de démence et on pourra mieux trouver des volontaires pour les essais cliniques et plus tard, donner le bon médicament pour la bonne personne. On va aussi améliorer la qualité du suivi pour les médicaments déjà disponibles avec la télémédecine. Bon, ben écoutez, là, je pense qu'il n'y a que des effets bénéfiques là avec ce que vous voulez dire, avec au-delà de ça aussi la prévention, les bonnes saines habitudes de vie et Oui. puis ben, le soutien finalement que la personne peut avoir pour interagir, communiquer, prendre en charge la personne atteinte. C'est autant d'éléments finalement qui sont porteurs d'espoir, alors que pour le moment encore, il n'y a pas de remède, mais en tous les cas, les voies qui sont suivies sont très prometteuses. Et un dernier point, si vous permettez, on a réalisé encore plus qu'avant comme il faut aider les aidants. Et on a mis à McGill un programme en marche. Les gens peuvent le regarder en ligne, mcgill.ca-démence. Et vous allez avoir une explication des programmes disponibles qui vont devenir virtuels au lieu de se réunir au centre de simulation de McGill. Et on a aussi mis en ligne tous les services disponibles. Et aussi aller voir le site de la Société Alzheimer du Canada qui inclut toutes sortes de suggestions pour améliorer la vie des gens. Effectivement, donc ben, merci. On pourra Et également Alzheimer Québec. partager justement le lien sur le site de McGill et surtout n'hésitez pas à consulter effectivement le site de la Fédération québécoise des sociétés Alzheimer, à nous écrire également pour si vous avez des questionnements ou des préoccupations en nous envoyant un courriel à info@alzheimerquebec.ca et puis également à nous suivre sur les différents canaux de communication. Donc, je tiens vraiment à vous remercier, Dr Gauthier. Je sais que ça a été difficile pour vous à certains moments avec la technologie, mais aussi avec votre petit rhume. Alors, portez-vous bien